Bonjour et bienvenue au livre audio de La fille du bureau par José Ouimet, lu par moi, Hugo Berthiaume. Chapitre 4, la rencontre. Après avoir ri de la mésaventure du bureau, les derniers flâneurs qui se sont regroupés près des maisons avoisantes bavardent encore un peu avant de retourner vaquer à leur occupation quotidienne. Prisonnier du carcan depuis plus d'une demi-heure, le faux monnayeur essaie tant bien que mal de se soustraire aux fruits pourris lancés par quelques enfants. Restée sur place, Charlotte a soudain la vague impression qu'on l'observe. Elle se tourne vers la statue de Louis XIV. Elle y remarque un jeune homme aux cheveux blonds et au menton recouvert d'un léger duvet pâle qui la regarde en souriant. Hypnotisée, Charlotte plonge dans ses prunelles couleur de mer d'Irlande, comme eau sombre dans un néant. Un vertige la terrasse et elle ferme les yeux pour se soustraire à ce trouble, quand une pomme lancée maladroitement par un enfant l'atteint à la joue. Relevant les paupières, elle découvre alors trois bambins la montrant du doigt et riant à gorge déployée. « Vilain garnement !» hurla-t-elle en faisant mine de se lancer de leur trousse. Les enfants déguerpissent en lançant de petits cris apeurés mêlés de rire en hoquet. Du revers de la main, Charlotte s'empresse d'enlever les morceaux de pommes pourries qui collent à sa peau quand une voix derrière elle la fait se retourner. « Je suis sûr qu'ils ont pas voulu t'atteindre, ils ont mal visé. » L'inconnu se tient là, tout près. Le vent taquin qui se faufile entre les murs de pierre des habitants voisins ébouriffe ses cheveux. Ses yeux bleu-gris la fixent toujours. Ses lèvres charnues s'étirent dans un joli sourire tandis que deux fossettes creusent ses joues. « Je me nomme Daniel. Et toi? »« Charlotte. »« Tu connaissais un des condamnés? »« Non. Pourquoi? » ?»« Je t'ai pourvu implorer son pardon auprès du bureau. » Surprise, Charlotte ne dit mot. « Se pourrait-il que ce garçon ne sache pas qui je suis? » s'illusionne-t-elle. « Es-tu arrivé par un des derniers navires venant de France? »« Oui, j'ai débarqué en Nouvelle-France il y a 2 semaines. » Il pose les mains sur ses hanches et lève la tête vers les maisons des marchands qui bordent la place. « Je suis de Bordeaux. Mon oncle est cuisinier au Fort Saint-Louis. Il m'a mandé enfin que je devienne son apprenti. D'ailleurs, depuis quelques jours, je travaille au château avec lui. Et toi, que fais-tu? »« Je suis domestique chez les Ursulines, Bredouille et Ma. » Charlotte, bien résolue, n'a pas dévoilé sa situation à cet étranger. La jeune femme tourne la tête à gauche, puis à droite, craintive de voir apparaître son père qui viendrait détruire son espoir d'établir une relation avec ce garçon nouvellement arrivé. « Idiote !» s'écrie une petite voix au fond d'elle-même. « Il saura bien la vérité un jour ou l'autre. Que dirais-tu de venir visiter les cuisines du château? Là, maintenant, je pourrais te présenter mon oncle. Il y travaille présentement et l'idée que ce dernier puisse la reconnaître et surtout dévoiler à son neveu sa véritable identité inquiète la fille du bureau. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Demain alors, insiste-t-il. Peut-être. Une bouffée de chaleur envahit Charlotte, tandis qu'elle fixe le visage franc du jeune apprenti. Je dois partir, dit-elle, mettant fin au doux malaise qui la languit. Jamais encore pareil sentiment ne l'a habité, pareille incertitude ne l'a accablé. Sans plus attendre, Charlotte s'éloigne vers les remparts à la recherche de sa sœur Danielle sur le talon. « Pourquoi me suis-tu » s'impatiente Charlotte, que la perspective d'être encore un peu en la compagnie du jeune homme inquiète et ravie à la fois. « J'aimerais bien connaître un peu plus la ville. » Charlotte sourit à Danielle, qui lui sourit à son tour. La jeune femme songe aux mégères à qui ça clouerait le bec de la voir avec ce bel étranger. Elle serait folle de refuser. Cependant, Charlotte hésite encore. « Et si quelque chenepas venait à m'injurier sur les remparts, puis encore, si j'y croiserais Marguerite, elle pourrait me faire bien honte, imagine-t-elle. Une autre fois, répond la jeune femme qui, discourtoise cette fois, quitte Daniel sans un salut. Mais celui-ci la rejoint aussitôt et lui barre le chemin. « Pourquoi ne veux-tu pas que je t'accompagne? Je te répète, je n'ai pas le temps. »
Je ne te crois pas. Il y a d'autres choses, c'est certain. Charlotte a terriblement peur de lui révéler la véritable raison de son refus. Elle imagine déjà voir sur son visage le dégoût et l'aversion que tous affichent en sa présence. Lorsque Daniel saura vraiment à qui il s'adresse, voudrait-il encore se promener à mes côtés dans Québec? Moi, Charlotte Ratier, la fille du bourreau, pense-t-elle avec peine. Tu ne comprendrais pas, laisse-t-elle enfin tomber. Explique-moi, je ne suis pas idiot. Une autre fois. Avoue plutôt que tu ne veux pas être en ma compagnie, coupe-t-elle véhément. Charlotte demeure bouche bée tandis qu'un doute énorme s'immisce dans son cerveau, lui faisant entrevoir quelques mauvaises actions dont Daniel a pu être l'auteur. Pourquoi dis-tu ça? Demande-t-elle, perplexe. Parce que dans mon village, c'est ainsi. Abaissant les paupières, le jeune homme joue nerveusement avec une brindille d'herbe qu'il tient entre ses doigts. Je suis d'une famille d'exclus. Voilà pourquoi j'ai quitté la France. Je ne pouvais plus toujours être jugé, rejeté. Un espoir subtil fait naître dans la tête de Charlotte les plus folles chimères. Qu'est-ce qu'elle fait donc ta famille pour qu'on vous traite de la sorte, hasard-t-elle? Mon père était bourreau? Jamais de la vie, s'exclame Daniel avec un air horrifié. Pareil à des oiseaux sauvages, les chimères s'envolent à tire-d'aile. Charlotte serre le poing et baisse la tête. Tentant à grand-peine de maîtriser les larmes qui lui picotent les yeux. Quelle sotte tu es! S'indigne la petite voix. Mon père était fossoyeur, continue Daniel, qui n'a pas perçu le malaise de sa compagne. C'est ma sœur Antoinette que les gens persiflaient. Était-elle fille de joie? Demande encore Charlotte en songeant à la vie de débauche de sa sœur aînée. Que vas-tu passer là? S'offusque Daniel en roulant des yeux ronds. Elle était infirme et sotte. Ah! Les vieilles chippies de mon village racontaient qu'Antoinette était bête parce qu'un jour ma mère enceinte a aidé mon père à enterrer un mort. Son ventre aurait touché le cadavre et que dès ce moment, l'âme et le corps du bébé à naître avaient été possédés par l'esprit du défunt. Ça se peut? Foutaise! S'exclame l'apprenti cuisinier. Ce n'est pas là quel commérage du bas étage. Il faut être très méchant pour affirmer des choses pareilles. Le jeune homme relève la tête ivre avant le vent du large et l'ajoute le plus sérieusement du monde. Les enfants naissent comme ils sont, fous sages, de nobles familles ou de paysans riches ou pauvres. C'est la volonté de Dieu ou un caprice du destin. Il dévisage Charlotte un moment avant d'ajouter d'un air songeur. Crois-tu au destin, Charlotte? Ce matin, j'y crois, réplique-t-elle avec un sourire. Oh! Encore plus qu'une affirmation, sa réponse révèle la ferme conviction qu'aujourd'hui, grâce à cette rencontre, tout est possible. Que fille de bureau ou non, elle peut espérer un avenir à la mesure de ses aspirations. Qu'elle peut croire à une vie sereine et tranquille, loin de ce monde de vauriens et de mécréants qu'elle côtoie tous les jours, bien malgré elle. Non loin de là, sur la place d'armes, la troupe d'archers fait sa ronde quotidienne. Destin ou pas, continue-t-elle, tu découvriras qu'ici aussi existe déjà l'esprit obtus qui raconte n'importe quoi sur n'importe qui. Sur toi aussi. Hésite-t-elle. Sur ma famille, surtout. Alors, renseigne-moi afin que je ne donne pas crédit aux racontars que j'entendrai. Tu les écouteras. Malgré toi, j'en suis certaine. Puis tu les croiras, comme tous les autres ailleurs. Je te dis que non, réfute Daniel. Si tu dis vrai, promets-le-moi. Je peux te jurer, si tu veux, s'enhardit le jeune homme, bravant le regard posé sur lui. Alors, jure-le-moi, ordonne Charlotte, derechef. Son compagnon met le genou par terre, pose une main sur sa poitrine et annonce sur un ton des plus solennels. « Je te le jure! » Charlotte pouffe de rire, imitée par Daniel. Une entente
Tacite lit soudain ces jeunes gens que le hasard a fait se rencontrer un avant-midi de juin. Maintenant, je dois partir, affirme Charlotte. Quand vais-je te revoir? Quand tu veux. Ce soir, après le repas, à la porte de cuisine du château. Je t'attendrai. J'aurai une surprise pour toi, ajoute-t-il. Une surprise, s'inquiète Charlotte. Peut-elle faire confiance à cet inconnu? Ne serait-elle pas Ella, comme tous les autres? Je n'aime pas vraiment les surprises, car elles peuvent être mauvaises, rétorque-t-elle, soupçonneuse. Dis-moi de quoi il s'agit, je verrai si je peux me... As-tu déjà visité la résidence du gouverneur? L'interrompt vivement Daniel qui, dans le ton impératif qu'elle emploie, sans poindre la méfiance de la jeune femme. Jamais. Charlotte se souvient des conversations des domestiques entendues devant les étals de marchands. Des tables débordantes de victuailles de toutes sortes, disait l'un. Des bijoux d'or pur et des pierres précieuses miroitaient sous la lumière des centaines de chandelles illuminaient la salle de bal du gouverneur, disait un autre. Ce soir, le gouverneur Frontenac donne un bal, comme il le fait chaque fois que des dignitaires le visitent. Il paraît que le banquet n'aurait rien à envier à ceux de Versailles. Voilà l'occasion rêvée pour épier les bourgeois et leurs dames dans leurs beaux atours, retorque Daniel en imitant la démarche empruntée de quelques gentilshommes. Est-ce permis? Inquiète sa compagne en réprimant un fou rire. Nous serons très, très discrets, chuchote Daniel, son index tendu devant ses lèvres. Et si nous sommes de quitter l'endroit? Cela n'arrivera pas, je te le promets. Charlotte pouffe de rire une seconde fois et baisse la tête. L'aventure est tellement tentante. Je ne sais si je dois, annonce-t-elle, indécise malgré tout. La fête de ce soir est donnée en honneur des notables français et des marchands arrivés sur le dernier bateau. On raconte qu'il y aura une présentation d'une pièce de théâtre très à la mode à la cour de France. Tartuffe de Molière. Allez, laisse-toi convaincre. Charlotte entrevoit un instant le spectacle et son imagination s'enflamme. Mais si on me reconnaît, on me jettera à la rue, anticipe-t-elle en affichant un air dépité. Son compagnon l'observe un moment, cherchant dans la mine attristée qu'elle lui présente la raison de ce désenchantement subit. Pourquoi es-tu triste tout à coup? Demande-t-il. Je ne pourrais pas. On me reconnaîtrait. Ah, je comprends. Ce serait mal vu que tu sois au château avec un étranger, peut-être. Termine Daniel. C'est ça. Puis, ma présence au château sera plutôt, disons, inhabituelle, retorque aussitôt Charlotte, saisissant ici la perche tendue. D'autant plus que joli comme tu l'es, il est difficile de ne pas te remarquer. Le compliment à peine déguisé fait rougir Charlotte plus qu'elle ne l'aurait voulu. Un doux malaise se marie au silence qui plane un moment entre les deux amis. Le jeune homme se gratte le menton et fronce les sourcils avant de répondre. Je sais comment t'introduire au château sans qu'on te reconnaisse, déclare-t-il enfin. Mon oncle m'a dit ce matin que Gilles, un des domestiques, est malade et doit garder le lit. Je crois qu'il est à peu près de ta taille. Je vais lui emporter ses habits et te les apporterai. Tu pourras ici les remplacer. Que dis-tu de mon plan? Quel est le travail de ce domestique? La page a décollé. Il sert les plats aux convives. L'idée de se travestir en garçon ne dit rien qui vaille à Charlotte, qui trouve tout à coup l'aventure par trop risquée. Comment camouflerai-je mes cheveux? S'inquiète-t-elle. Tu peux les coiffer à la façon d'une perruque à bourse. Les gens poursuivront bien mes formes, dit-elle en désignant ses seins dont le galbe est mis en valeur par le gilet ajusté. Tu pourras les enserrer dans une bande afin de les aplatir comme l'en font les religieuses. Gênée par la tournure que prend soudain la conversation, Charlotte porte son attention sur les remparts qui s'étendent devant elle. Voyant la mine sombre de sa compagne, Daniel pose la main sur l'épaule de la fille du bureau qui tressaille à ce contact. Je suis certain que tout ira très bien. Ne t'en fais pas. Et puis je serai tout près de toi, la rassure Daniel. Accepte, je t'en prie, ajoute-t-il d'une voix douce. Jamais encore Charlotte n'a vu dans le regard de l'autre pareille affection.
Pour une fois dans sa vie, elle se sent comme les autres filles de son âge. Dans un instant second, Charlotte acquise de la tête sans plus penser au danger que représente une telle escapade. À ce soir, alors, lui dit son compagnon, je serai là. Daniel lui dédie son plus gentil sourire, et c'est à regret, mais le cœur léger et des illusions plein la tête que Charlotte prend congé de son nouvel ami. Chapitre 5. L'affrontement. Sur les remparts de pierre qui ont remplacé les palissades du bois érigés en 1690 par le gouverneur Frontenac, lors du premier siège à la ville, une main en visière au-dessus de ses yeux, Charlotte hâte le pas tout en scrutant les environs. Au pied d'un petit sentier serpentant le long de la falaise, Charlotte aperçoit soudain 2 gardes de la maréchaussée encadrant une jeune femme. Cette dernière titube, prenant un plaisir évident à se frotter à ses gardes du corps, qui la remettent à sa place en l'invectivant, surtout en la repoussant sans ménagement. Charlotte reconnaît alors sa sœur Marguerite. « Oh non, j'arrive trop tard !» s'exclame Charlotte. « Maman va être folle de rage. » Rebroussant chemin, la cadette retrousse ses jupes et court vers la maison de l'intendant afin d'y retrouver son père et de l'avertir du sort de Marguerite. Mais à peine a-t-elle fait quelques pas que 3 soldats croisent sa route. L'un d'eux l'apostrophe aussitôt de manière très cavalière. « Hé, la belle, viens ici, j'ai 2 mots à te dire. »« Je ne veux pas. »« Arrête-toi, c'est un ordre. » Charlotte s'immobilise et pivote sur ses talons afin d'affronter le militaire qui est maintenant à sa hauteur. « Que veux-tu » demande aussitôt la jeune femme, pas très rassurée. « J'ai un secret à te confier. »« Un secret » répète Charlotte en fronçant un sourcil, perplexe. « Quel secret ?»« Je ne peux, Ella, te le dire ici, mais si tu viens avec moi, je te le confierai. »« À propos de quoi ?» ?»« C'est à propos de ta mère, tante le soldat. J'aurais besoin de te la rencontrer. »« Racoleur !» s'indique soudain Charlotte en lui coupant la parole. « Tu inventes n'importe quoi pour attirer les filles !» le nargue-t-elle ouvertement. La raillerie fait rire les compagnons du militaire. Regardie, Charlotte fixe son vis-à-vis prêt à affronter sa mauvaise humeur. Ce dernier tourne la tête vers ses camarades et, d'un geste de la main, leur enjoint de se taire. Ce faisant, il offre à la jeune femme le spectacle d'une longue estafilade marquant sa joue gauche, une balafre pâle ayant la forme d'un serpent. Charlotte est terrifiée par cette apparition. D'instinct, elle recule d'un pas, prête à déguerpir au moindre mouvement suspect. Bien qu'à peine plus âgé qu'elle, le militaire l'intimide au plus haut point. Les récits des filles violées ou malmenées par des soldats ivres lui reviennent soudain en mémoire. Charlotte se rappelle la triste histoire de Françoise Maillet, qui avait défrayé les commérages durant plusieurs semaines. Victime de voies de fait, d'insultes et de violences sexuelles de la part des soldats, la pauvre fille aurait été la proie de sa propre naïveté. Un mauvais tour du destin, juge-t-elle. D'abord séduite, Françoise était allée prendre un verre à la taverne dans leur compagnie. Après 2 heures passées à rire, à chanter et à boire, la jeune femme avait quitté l'établissement avec eux et lui avait gentiment offert de la raccompagner avec elle. À peine franchi la porte Saint-Jean, Françoise s'était retrouvée sous la menace d'un couteau et avait, contre son gré, subi les ardeurs des soldats. La nouvelle s'était répandue pendant des semaines. Autour de la table, dans la maison paternelle, l'histoire de Françoise avait été le sujet de conversation. Devant l'incompréhension des membres de sa famille à propos de la décision de la victime de ne pas porter plainte, Marguerite s'est montrée éloquente. « Même si cette fille dépasse ses craintes, qui la croira ?» avait-elle laissé tomber d'un ton laconique. « Elle lui faudra montrer des traces de blessures pour prouver qu'elle a été prise de force. Sinon, aucun juge ne la croira. On considérera qu'elle a été consentante. » Elle avait bu une longue gorgée d'eau, s'était essuyé la bouche du revers de la main, avant de continuer sur un ton las. « Les maris qui violent leurs femmes et leurs enfants ont la justice de leur côté. J'en sais quelque chose. Moulin était ceux-là. J'en ai tellement bavé en France quand je vivais avec lui. »
Comme si cet aveu avait été encore douloureux, elle s'était tuée quelques secondes et avait enchaîné. Moi, je vous le dis, il vaut mieux se taire et endurer, sinon c'est la rue, le géol ou le couvent. Voilà ce qu'attendent les femmes de France et d'ici qui parlent trop fort, qui dénoncent, mais surtout qui veulent être libres. Elle avait ricané, puis avait fait une pause. Un nuage de tristesse avait voilé son regard. Sa main, tremblante, avait effleuré son épaule, comme si une douleur lancinante s'y logeait toujours. Les maris, les amants, les hommes, ils sont tous pareils, tous, avait-elle terminé dans un murmure. Et la belle, dors-tu? Le timbre rauque du soldat sort aussitôt Charlotte de sa torpeur. Hé, mais je te reconnais, toi! S'exclame soudain un des acolytes en se rapprochant vers la jeune femme. T'es la sœur de Marguerite, la fille cadette du bourreau. Tu te trompes! L'interrompit Charlotte en élevant le ton plus qu'elle ne l'aurait voulu. Tu as raison, renchérit le troisième fantassin. Je l'ai souvent vu au pied de la potence ou du carcan en parler avec son père. Elle s'exclame avant de racheter. Ta sœur nous a quittés sans terminer sa besogne. Pourrais-tu la finir à sa place? Et Lascar forme aussitôt un cercle autour de Charlotte, le ventre tordu par une peur viscérale. Pour se protéger, mais aussi pour calmer les martèlements dans sa poitrine, elle croise les bras et cherche un moyen de se sortir de ce pétrin. Comme un animal pris au piège, elle jette un regard à la droite, puis à la gauche, espérant la venue inopinée de quelques bons samaritains qui saura la secourir. Je suis Marital, chuchote le soldat qui l'a abordé, dont l'haleine avinée ne laisse aucun doute sur l'endroit où il a passé la nuit. Je suis bon amant, toutes les filles l'affirment. Il enserre la taille de Charlotte qui, au contact du Russe, laisse échapper un cri perçant. La jeune femme se débat, mais la poigne du garçon se fait plus ferme. Laisse-moi, ordonne-t-elle. Allons, ne te fais pas prier, la belle, murmure le soldat Antoine, approchant sa bouche de la joue de Charlotte, qui frémit de dégoût. Un deuxième soldat pose alors sa main sur la gorge de Charlotte, que nausée envahit. Une véritable peau de pêche, grogne le fantassin. Le souffle court et la tête en feu, Charlotte ferme les yeux. Sa peur est maintenant aussi profonde qu'un puits sans fond. Dans son cerveau, mille images se confondent. Celle d'abord de sa sœur Marguerite couchée sur l'herbe grasse et se laissant caresser par les soldats penchés au-dessus d'elle, puis celle de la fille de joie rencontrée chez la Roche-Belle et dont le sourire triste l'avait émue. Charlotte ne veut pas être de ces femmes qui se soumettent à la volonté d'un amant. Elle demande le respect d'abord et avant tout. Ne pas devenir un jouet, un catin. Mon Dieu, aidez-moi, prie-t-elle. Martial la presse brusquement contre lui et cherche sa bouche. La jeune femme lui résiste tant bien que mal. Au moment où les lèvres de l'importun touchent les siennes, un immense dégoût la submerge. Charlotte martèle les épaules de Martial que la fougue de la fille enhardit. Derrière lui, ses camarades soldats y vont de plaisanteries, de plus mauvais goût et de rires gras dans le but d'encourager l'agresseur. Puisant dans ce qu'il lui reste de force et de courage, Charlotte relève vivement son genou droit. Elle vient frapper l'entrejambe du militaire qui, sous la douleur, lâche prise et se recroqueville sur lui-même. « Pas si vite, la belle! Nous avons droit à un baiser, nous aussi! » s'exclame l'un des deux autres soldats en emprisonnant le poignet de la jeune femme tentant de la maîtriser. Le visage du nana se rapproche du sien quand soudain, comme frappé par la foudre, celui-ci plie l'échine avant de choir au pied de la captive éberluée. Devant la tête, elle aperçoit quelque part Daniel, qui se rue sur le deuxième garçon en uniforme avant de lui asséner un coup de poing au visage. Le soldat vacille et tombe par terre à son tour. N'écoutant que sa fougue et son courage, Daniel attrape enfin Martial par le collet, le fait pivoter avant de lui donner un bon coup de pied au derrière. Le tricorne de peau de castor du soldat vole un moment avant d'atterrir aux côtés de Martial, qui, le nez dans la boue et les pans de sa veste lui recouvrant complètement le visage, hurle de rage. Convaincu de sa victoire, Daniel tourne le dos au garçon en uniforme et fait un pas vers Charlotte, qu'un cri féroce retentit dans l'air saturé des effluves venant des chaumières avoisinantes. « En garde !» tonne Martial, qui, après s'être remis sur pied et avoir dégagné son épée en vitesse, met en joue l'apprenti cuisinier.
Daniel s'ancre alors sur ses jambes écartées et, l'œil narquois, il ouvre grand les bras, invitant son adversaire à un combat à main nue. Non! S'écrie Charlotte, sortant enfin de son mutisme. Elle se précipite aussitôt sur Daniel, l'attrape par le poignet et l'entraîne de force loin des soldats, qui rient les ridiculisent en les voyant détaillés comme des lapins. Après une course folle qui les laisse en nage, mais surtout hors de portée des arceaux, Charlotte et David s'arrêtent enfin. La jeune femme plaque sa main sur sa poitrine. Elle suffoque. Prenant appui sur le mur de pierre tout près, elle cherche son souffle avant de relever la tête vers son compagnon. Le regard courroucé que Daniel pose sur elle lui laisse présager le pire. Qu'as-tu à me regarder ainsi demande-t-elle. Pourquoi m'as-tu entraîné de force dans ta fuite? J'ai eu l'air d'un véritable poltron, éclate-t-il. Ils étaient trois et tu étais seul. Deux en deux étaient ivres. Le troisième a sorti son épée. Je n'avais pas peur de lui. Moi si. Charlotte prend une profonde inspiration, cherchant ainsi à se calmer. Je ne sais pas si les duels sont permis dans ton village, mais ici ils sont très sévèrement punis, explique-t-elle. Il n'y a pas eu de duel, puisque je n'étais pas armé. Il n'y aurait eu qu'une simple bagarre. Simple ou pas, tu n'avais pas à te mesurer à ce martial. Oh oui. Pourquoi? Il te n'avait rien fait. La question à peine formulée, une vague de chaleur submerge Charlotte. Sous l'émotion qui s'intensifie, ses joues rougissent. Elle se plaît à espérer une réponse. Pour toi, lui souffle la petite voix en imitant celle de Daniel. Pareil à une caresse, une brise effleure sa peau avant de faire danser les boucles folles qui s'échappent de son bonnet. Dans mon village, finit par dire le jeune Bordelais, un soldat m'injurie et battu alors que je n'avais que 8 ans. Il en avait le triple. Je n'avais rien fait pour attirer son courroux. Daniel a fait une pause, observe quelques passants qui déambulent non loin et, de son poing serré, frappe avec rage la paume de sa main gauche. Elle m'a approché en me disant qu'elle voulait me parler. Elle m'a bien leurré avec son bel uniforme, ajoute-t-elle dans un demi-sourire en se tournant vers Charlotte. Parce que tu vois, moi, je croyais que les soldats en uniforme n'existaient que pour nous protéger. Daniel reporte son attention vers les passants. J'ai vite compris ce jour-là que c'étaient eux les vrais bandits. Un intervalle lourd de souvenirs lie un instant ces étrangers que les caprices du destin ont fait rencontrer. Ils ont été cruels avec toi? Hasarde Charlotte. Ils ont été odieux, répond Daniel sans la regarder. Comme s'il défiait un ennemi imaginaire, le jeune homme lève le menton et pose sur Charlotte un regard dur. Jamais je leur pardonnerai, ni à eux, ni à tous ces fous du roi en uniforme. La brise, tantôt chaude et câline, se rafraîchit et touche la peau moite du cou de Charlotte qui désormais frissonne. Est-ce la fraîcheur subite du vent ou le regard sombre de son compagnon qui la trouble ainsi? La jeune femme ne saurait le dire. Derrière eux, dans la rue des Grisons menant au mont Carmel, les braillements plaintifs d'un âne font écho à la tristesse qui envahit Charlotte. Je dois retourner au château, laisse enfin tomber Daniel en faisant demi-tour. La simple idée que ce garçon ne veuille plus la revoir attriste Charlotte au plus haut point. L'invitation au château tient-elle toujours? Demande-t-elle d'une voix enrouée. Pourquoi cette question? J'ai cru que tu ne voudrais plus me voir après ce qui vient de se passer, ajoute-t-elle timide. Ma mère m'a toujours affirmé que j'étais un peu prime sautier, mais pas rancunier. Et puis, je n'ai qu'une parole. C'est une belle qualité. Par contre, je te donne une condition supplémentaire. C'est avec appréhension que Charlotte attend qu'il la lui relève. Dès demain matin, je veux visiter la ville en ta compagnie. Marché conclu, déclare Charlotte en respirant d'aise. Brisé seulement par le bruit des sabots des ânes et des mulets qui gravissent le chemin tout près, le silence s'installe entre eux. Je suis content de te connaître, Charlotte. Il se tait et lève le sourcil en affichant un air perplexe. Tu ne m'as pas dit ton nom de famille. Rattel, ment-elle. Et toi? Daniel Bouet, pour vous servir. Mademoiselle Rattel, dit-il en faisant une courte révérence. Les nouveaux amis rient en chœur. À ce soir, Charlotte, lance enfin l'apprenti cuisinier s'éloignant au pas de course.
Un sourire flotte sur les lèvres de Charlotte alors qu'elle dénoue son mouchoir et essuie la sueur qui mouille ses tempes et sa nuque. Elle fait ensuite demi-tour et s'engage dans la nuit des grisons où elle croise deux ânes chargés de sacs remplis de graines qui seront transformés en farine au moulin banal du mont Carmel. Un léger gargouillement dans son ventre lui indique soudain que l'heure du repas est amplement dépensée. Charlotte se rappelle la véritable raison de sa présence sur les remparts à cette heure de la journée. L'image de sa sœur aînée, encadrée par les gardes de la maréchaussée, lui revient en mémoire. Marguerite n'a pas ce qu'elle mérite, affirme-t-elle à haute voix. Charlotte hâte le pas vers le logis familial, prête à défier la vindicte maternelle qui l'attend lorsqu'elle annoncera l'arrestation de sa trop généreuse sœur aînée. Chapitre 6. La nouvelle. L'écho de l'arrestation de Marguerite a vite fait le tour dans la ville. Marie connaît déjà la nouvelle avant que sa benjamine de lui l'apprenne. Au repas du midi autour de la table, la conversation dit long sur l'anxiété qui habite les membres de la famille Ratier. « Ils l'ont amené au palais de l'intendant et tu n'as rien fait !» bugle Marie. « Non !» répond Jean. Les lèvres pincées, le regard froid, un bol vide dans la main droite, la mère délaisse la chaise sur laquelle elle était assise, marche vers l'autre au centre duquel, suspendu à la crémaillère, trône un chaudron rempli de soupe au lard. Elle y plonge une louche à longue manche, la retire, verse de la soupe dans le bol. Songeuse, elle semble chercher dans le liquide fumant un remède à son tourment. D'un geste brusque, elle laisse tomber la louche dans la soupe, qui éclabousse les rameaux du chaudron. Marie revient ensuite s'asseoir près de son mari qui mord à belles dents dans une cuisse de chapon bien dodue. « Penses-tu qu'ils l'ont mis dans une cellule à part? » demande encore la mère de Marguerite. Jean essuie sa bouche du revers de la main avant de répondre. « Ne t'inquiète pas, Marie, ce n'est pas la première fois que les archers raccompagnent Marguerite à la prison pour qu'elle finisse d'y cuver son vin. Aujourd'hui, cependant, j'ai un mauvais pressentiment. »« Lequel ?» dit son fils Pierre, tout en trempant un morceau de pain dans son bol de soupe. « Cette fois-ci, cela me semble plus sérieux, » déclare Marie, présageant le pire. L'arrivée de Jean-Baptiste, qui était allé aux nouvelles, fait converger tous les regards vers le fils aîné de la famille Ratier. Et puis, le questionne sa mère en venant se planter devant lui. J'ai ouï dire qu'elle était assise près d'une porte dans la propriété du sieur de Granville lorsqu'ils l'ont arrêtée. Ce n'est pas une raison pour la jeter en prison, s'insurge Marie. Laisse-le parler, la somme Jean. Des plaintes d'attentat à la pudeur ont été déposées contre elle. Qui a porté plainte? Fulmine Marie, qui connaît déjà l'identité des plaignantes. Les veuves vivant près des remparts. Les chippies! S'exclame Marie, de plus en plus enragée. Et que disait-elle? Qu'elles ont vu Marguerite en compagnie des trois jeunes soldats. Voilà pourquoi, cette fois, elle n'a pas pu amadouer les archers qui la connaissent pourtant bien, conclut son père en se levant dans la table. Le chirurgien Barbier est aussi à la prison. Il doit vérifier si Marguerite n'a pas le vilain mal, termine Jean-Baptiste en s'assoyant à la table. Marie s'empresse à lui servir un bol de soupe avant de retourner à sa place. Dans la maison du bureau, l'atmosphère est lourde d'incertitude et de doute. Assise sur le coffre en bois qui sert de banc, Charlotte tourne machinalement sa cuillère dans sa soupe refroidie. Elle n'a pas faim. L'image de sa sœur couchée au fond d'une cellule lui enlève l'appétit. Enfin de chasser ses édoirs, elle imagine Daniel affairé au-dessus d'immenses marmites au contenu bouillonnant dans les cuisines du château Saint-Louis. Plus que quelques heures et je serai là-bas avec lui, se dit-elle euphorique. Sans crier gare, sa mère frappe soudain avec rage la table de ses deux poings, les bols et les ustensiles tressautent. Ce doit encore être ces péronnels, ducs de Goudreau et de pèlerins qui ont alerté les gardes. Elle déteste Marguerite, surtout depuis que celle-ci les a traités de corneilles, de bénitiers en leur crachant au visage. Elles ne savent pas encore inventer pour que ma fille se retrouve derrière les barreaux. Cette fois, je crains que ces veuves aient raison de se plaindre à la conduite de Marguerite. Laisse tomber la cadette de la famille. Marie pose sur Charlotte un regard aussi noir qu'un ciel d'orage. Qu'as-tu dit là? Que Marguerite a bel et bien passé la nuit avec les trois jeunes soldats. T'inventes n'importe quoi pour discréditer ta sœur. Ce sont eux-mêmes qui me l'ont informé lorsqu'ils m'ont accosté sur les remparts.
Tu les connais donc? Demande son père, surpris. Non, cependant eux m'ont reconnu. Elle relève le menton et affronte le regard courroucé de sa mère. Le comportement de Marguerite est de plus en plus choquant. À cause de ma sœur, je suis la proie de soldats qui croient que je suis comme elle, une putain. Dans la cuisine redevenue silencieuse, le temps semble s'être arrêté. Venant dans la porte d'entrée, un tout-sautement discret attire l'attention de la famille vers un visiteur qui n'est nul autre que l'huissier du conseil souverain. Jean, tu ferais mieux de venir à la porte. Que se passe-t-il? L'officier de justice interroge pour la seconde fois ta fille, et elle n'est pas vraiment en état de plaider sa cause. Elle affirme en souriant avoir fait la chose plusieurs fois avec 3 soldats. Elle s'en vante même. Grand Dieu, mais elle est complètement folle, s'écrie Marie. Ivre surtout, corrige l'huissier. Il reporte son attention sur Jean qui, après avoir délaissé son repas, le rejoint sur le seuil de la porte. Cette fois, dit ce dernier à sa femme, dont le regard brouillé de larmes marque le désarroi, j'ai bien peur que notre fille ne soit allée trop loin. Cours à la prison, je te rejoins plus tard, lâche-t-elle. Les 2 hommes désertent le logis dans lequel les enfants ratiers jettent des regards inquiets vers leur mère qui éclate en sanglots. Que donnerais-je pour tout changer? Enquête-t-elle. Lorsqu'elle avait quitté la France avec le contingent des filles du roi, Marie avait laissé derrière elle une vie d'orpheline misérable et sans avenir. Dès son arrivée dans ce nouveau pays du bout du monde, elle avait nourri des rêves à la mesure de ses forêts et de son fleuve. Marie avait cru au bonheur. Jamais elle n'aurait pu prévoir ce qui devait arriver. C'est un accident, ronchonne-t-elle en achetant davantage de la louche dans la marmite à Trois-Rivières qu'elle avait épousé Jean. Elle était la femme la plus heureuse de la terre, d'autant plus qu'ayant consommé l'union avant que la prêtre la bénisse, elle était fière de se savoir enceinte. Elle avait alors cru que le bonheur serait éternel. Pourtant, depuis que Jean avait été reconnu coupable du meurtre de Jean Cook, toute sa vie avait basculé. Le beau projet qu'elle avait échafaudé entre les murs de la Salpêtrière, cette orphelinat où elle avait vécu presque toute son enfance, s'était transformé en une désillusion. Une maudite, crache-t-elle. Voilà ce que je suis devenue.